Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette édition spéciale consacrée à l'actualité au Gabon, à la lumière de cette visite de travail et d'amitié que le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue en République de Guinée équatoriale avec son homologue Théodoro Obiang Nguema Bazogo, les deux chefs d'État ont convenu de la mise en place d'un comité mixte dans le cadre de la poursuite des négociations en rapport avec le différend frontalier entre les deux États, le Gabon et la Guinée équatoriale, qui privilégie donc la voie de la résolution pacifique de ce différend frontalier. Ils ont également évoqué les questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Dans cette émission, on va également revenir sur les réformes annoncées lors du dernier Conseil des ministres, notamment sur le plan économique en ce qui concerne l'accord entre le Gabon et l'Union européenne en ce qui concerne évidemment le point relatif aux ressources halieutiques, le Gabon qui souhaite donc dénoncer l'accord qui lie les deux parties en ce qui concerne cette coopération dans le domaine de la pêche et l'aquaculture. Le Gabon qui dénonce un partenariat déséquilibré dans lequel il n'y a aucune plus-value pour l'économie gabonaise. Ça va dans le sens évidemment de la réappropriation de l'économie nationale telle que souhaitée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema depuis le 30 août 2023. Et puis, un autre point qui fait l'actualité au Gabon, évidemment, c'est cette opération de déguerpissement lancée il y a quelques jours dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Il s'agit de la mise en place de vastes projets d'infrastructures routières, notamment, mais également d'aménagement de bassins versants. On aura dans cette édition spéciale un extrait de ce point de presse animé ce 5 juin 2025 par la ministre en charge de la mer, de la pêche et de l'économie bleue, porte-parole du gouvernement Laurence Sondon. Et puis, le dernier point de cette édition spéciale sera consacré à la suite de cette situation qui défraie la chronique au sein de l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire, l'AGASA. Et pour faire le point sur ces différents sujets d'actualité, j'ai le plaisir de recevoir Pascal Nkoulou, acteur politique, mais il y a également Marcel Libama, député de la transition, qui est déjà dans le milieu, d'ailleurs, à qui je veux demander de se rapprocher du plateau afin qu'il puisse prendre place. Le temps pour nous, évidemment, de revenir sur l'essence même de la visite de travail et d'amitié effectuée il y a quelques jours par le président Brice Clotaire Oligui Nguema en Guinée équatoriale, notamment en ce qui concerne le sujet sur le différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le reportage porte la signature de nos confrères de la presse présidentielle. L'arrivée du chef de l'État gabonais au palais présidentiel de Malabo est un moment empreint de sobriété et de solennité. Retentissement des hymnes nationaux. Passage en revue des troupes avant une parade militaire en l'honneur, le lot de marque du jour. L'instant est tout aussi particulier du fait que le Gabon et la Guinée équatoriale viennent à nouveau de réitérer leur engagement à préserver leurs relations et intensifier leur coopération dans bien de domaines. Cette tendance s'est à nouveau manifestée ici à Malabo au cours du tête-à-tête entre le président de la République et son homologue. Les deux personnalités ont confirmé leur détermination à coopérer dans les domaines tels que la diplomatie, la culture et le sport, la sécurité, l'économie et l'agriculture. Pour cette visite d'État qui marque aujourd'hui ma première sortie, je voulais que nos liens d'amitié, de fraternité et donc la coopération s'intensifie, que ça s'accentue. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à signer ces accords. Ensemble, nous devons pousser au plus haut cette relation de coopération au bénéfice de nos deux peuples, pour une prospérité partagée, une prospérité économique entre nos deux États. Rencontre Brice Clotaire Oligui Nguema, Obiang Nguema Bazogo, fort instant de partage d'expérience en matière de gouvernance et moment d'encouragement réciproque, avec l'appréciation par le chef de l'État guinéen du succès de la conduite des affaires de l'État par son homologue.
nouvellement élu. Et je voulais saisir cette occasion pour lui réitérer aussi nos vives félicitations pour sa brillante élection, quelque chose qui n'a jamais été enregistré. Et dernièrement, en République gabonaise, nous avons suivi tout cela de près. Le Gabon et la Guinée équatoriale entretiennent depuis plusieurs années d'excellentes relations. L'exemple guinéen de développement paraissant fascinant et pourrait pourquoi pas davantage attirer la curiosité de Libreville en pleine phase de reconstruction, de restructuration. Voilà, c'était là un extrait de cette séance de travail entre les présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Teodoro Obiang Bazogo de la Guinée équatoriale. C'est une forte actualité, évidemment, au cours de laquelle les deux chefs d'État ont évoqué la mise en place d'un comité d'experts qui va donc mettre en relief les mécanismes allant dans le sens de la résolution pacifique du différend frontalier entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Et d'ailleurs, je l'ai dit en introduction de cette émission, Madame la ministre porte-parole du gouvernement, Laurence Don, s'est exprimée sur ce sujet. Mais d'abord, rapidement, vous présenter donc les trois invités. J'avais déjà présenté Pascal Nkoulou. Bonsoir, monsieur Nkoulou. Bonjour, monsieur Pampo. Et voilà, et à l'instant, Marcel Libama, député à l'Assemblée nationale de transition, nous a également rejoint. Bonsoir, monsieur Libama. Bonsoir. Il y a également sur le plateau Félicien Rodrigue Mvou, qui lui est un acteur politique. Monsieur Mvou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Snell. Merci beaucoup à tous les trois d'être autour de la table pour que nous puissions mettre le marqueur sur ces sujets qui font l'actualité dans notre pays. Avant justement d'aborder la première thématique en lien avec cette décision prise par les présidents Teodoro Obiang Bazogo et Brice Clotaire Oligui Nguema relatif à la mise en place d'un comité d'experts pour poursuivre les négociations au sujet du règlement pacifique du différend frontalier entre les deux pays. Retour sur l'extrait de ce point de presse animé ce 5 juin 2025 par Madame Laurence Don. Concernant la visite d'État du président de la République en Guinée équatoriale, ce mercredi 4 juin, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est rendu à Malabo en Guinée équatoriale où il a été chaleureusement accueilli avec les honneurs dus à son rang par son homologue équato-guinéen, son Excellence Teodoro Obiang Nguema Bazogo. Cette visite d'État a été l'occasion pour les deux dirigeants de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays par la signature de 3 accords importants dans les domaines de la diplomatie, de la pêche et de l'élevage, ainsi que de la culture et du sport. Par ailleurs, soucieux de préserver la paix entre les deux nations sœurs, les deux chefs d'État ont réaffirmé leur volonté commune de parvenir à un règlement fraternel du différend frontalier autour des îles Mbagné, Cocotier et Konga. Dans cette perspective, ils ont convenu de la mise en place d'un comité conjoint d'experts à l'effet de préserver la souveraineté et les intérêts respectifs des deux parties. Enfin, dans le prolongement de cette visite, le chef de l'État prendra part le 7 juin 2025 à la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur le thème « Consolider les acquis de la réforme de la CEAC pour accélérer l'intégration régionale et la construction d'une communauté de destin en Afrique centrale ». Voilà, c'était donc là le propos de la ministre porte-parole du gouvernement, Laurence Don. Marcel Libama, vous voulez donc écouter cet extrait de ce point de presse animé ce 5 juin par Madame Laurence Don au sujet du différents frontaliers qui opposent le Gabon et la Guinée équatoriale depuis plusieurs décennies. Le président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est donc rendu du côté de Malabo où il a, au cours d'une visite de travail et d'amitié, échangé avec le président Teodoro Obiang Nguema Bazogo, et les deux hommes ont donc convenu de la mise en place d'un comité conjoint d'experts pour, disent-ils, un règlement fraternel de ce différend.
Bon, d'abord, il faut remettre les choses dans leur contexte. Le président effectue une visite d'État en Guinée équatoriale. C'est-à-dire que cette visite a été programmée bien avant le rendu de la Cour internationale de justice. Donc, il n'y a pas un lien étroit entre la visite du président et cette affaire. J'estime que comme l'occasion fait le larron, ils en ont sûrement profité à en parler. Pardon. Donc, ce sont deux peuples, deux pays voisins, deux pays frères. Ce sont les mêmes peuples de part et d'autre. Et nous sommes tous de tradition bantou. L'arbre à palabre est là. Et je crois qu'il est de bonne loi en pareille circonstance que les deux pays s'asseyent, parce que le rendu de la Cour internationale de justice n'a fait que lire les textes qui ont été présentés. Mais il va revenir maintenant aux deux États de s'asseoir pour effectivement délimiter leurs frontières maritimes et de voir un peu la situation de Banié. Et puis, en ce qui concerne la limitation de frontières aujourd'hui, qui ne correspondent pas à ce qui a été fait en 1900 entre la République française et l'Espagne. Donc, vraiment, nous devons nous en féliciter de cet état d'esprit de nos deux chefs d'État. Je crois que c'est la voie à suivre. C'est la voie à suivre, selon vous, Marcel Libama. Pascal Nkoulou. Alors, on avait évoqué le caractère complexe, finalement, de ce rendu de la Cour internationale de justice, de l'arrêt du 19 mai dernier, au regard de l'absence de frontières maritimes clairement définies entre le Gabon et la Guinée équatoriale, mais également la complexité par rapport à la frontière terrestre. Et les deux chefs d'État ont donc décidé de s'asseoir autour de la table, la mise en place d'un comité d'experts de deux parties pour un règlement pacifique de la question. Vous savez, quel que soit le format par lequel les procédures ont été menées, je crois que pour les deux chefs d'État, la nécessité d'avoir un point de départ était important. Or, la Cour internationale de justice a effectivement fixé le point de départ en situant et en renseignant les deux nations sur la paternité historique de l'objet qui était mis en question. Il se trouve qu'on a reconnu que la Guinée équatoriale avait une paternité historique du fait de ce qu'elle dépendait, elle héritait plutôt de l'Espagne, ces territoires qui étaient des territoires consacrés à l'Espagne après le partage des territoires lorsqu'en 1900. Bon, une fois cette base établie, je crois que les deux chefs d'État reprennent à leur niveau l'ensemble des situations qui résultent de cette décision, parce que le document sur lequel la Cour internationale de justice s'est appuyée est un document qui remet en exergue les frontières telles qu'elles existaient en 1960. Or, depuis lors, il y a eu un ensemble de commissions d'arbitrage mixtes de frontières qui ont établi sur l'accord parti entre les présidents, d'abord Omar Bongo Ndimba et Mathias Nguema, et puis entre le président Omar Bongo et Biangema Mbazoro, qui est un acteur potentiel parce que, maîtrisant toute l'histoire, la sagesse en termes de reprise sur soi de la question posée, leur revenait effectivement de parvenir à ce que cette situation, parce qu'il faut prendre en compte le fait que le Gabon et la Guinée équatoriale s'inscrivent dans une dynamique évolutive de la CAC. Or, vous avez entendu dans le communiqué final les questions d'un destin commun. Donc, il faut aujourd'hui tout examiner à l'aune de ce destin commun qui englobe des engagements responsables. Donc, c'est une très bonne approche. Le Gabon, pour l'instant, n'a rien perdu. La Guinée équatoriale a simplement une meilleure base pour asseoir la discussion. Félicien Rodrigue, vous, donc, il y a cette réalité, le Gabon et la Guinée équatoriale sont liés par une communauté de destin. Pascal Nkoulou venait de parler tout à l'heure du fait que les deux pays appartiennent à la sous-région Afrique centrale, la CEMAC. Deux peuples bantous, Marcel Libama le disait également, les peuples bantous. Alors, la mise en place de ce comité conjoint d'experts ne pouvait être que la solution idéale. Oui, permettez-moi de revenir sur l'histoire, parce que nous héritons d'une histoire de la colonisation, bien longtemps avant les indépendances. Vous voyez bien que ce que nous sommes en train de faire, nous n'aurions pas dû normalement aller
jusqu'à cette étape, parce que le communiqué tel que Madame la ministre vient de le décliner, et Marcel Libama l'a repris en parlant, je prends l'image de l'arbre à palabres, que nous sommes des Africains et que les chefs d'État vont se retrouver dans le cadre de l'intégration régionale au niveau de la CEAC. Ça indique très bien et ça précise que réellement les Africains ont l'habitude de régler leurs problèmes d'une certaine façon. Mais toujours est-il que ce qu'il faut dire sur ce dossier, c'est que aujourd'hui, les pourparlers qui vont se faire, en réalité, vont se faire dans la base des intérêts communs de la République sœur et de la République du Gabon. Parce que pour conjuguer, pour parler, il faut être deux. Or, s'il y a absence de dialogue, il y a tiraillement. Nous avons vécu tout proche de nous comment le géant africain, le Nigeria, pour ne pas le citer, avec la République sœur du Cameroun, ont réglé leurs différends. Donc, il faut toujours qu'à un moment donné, malgré l'arbitrage de la Cour internationale, on se retrouve toujours dans ce que l'honorable Marcel Libama dit, dans l'arbre à palabres, pour pouvoir régler nos problèmes. Et nous n'avions pas eu besoin du jugement de 1900, parce qu'en réalité, c'est la Guinée qui a porté le problème devant la Cour internationale de justice. Or, depuis pratiquement plus de 20 ans, nous optons pour que nous aboutissions à l'exploitation commune de manière stratégique, c'est à 10 km de chez nous et plus loin de la Guinée équatoriale. Donc, et en Bagné, il n'y a pas de pétrole, le pétrole se trouve en eau profonde. Et donc, dans ce cas de figure, le Gabon est membre du droit de la mer, y compris la Guinée. Donc, on aurait pu demander, par exemple, un arbitrage pour que l'institution onusienne qui s'occupe du droit de la mer puisse faire en sorte que nous ayons des frontières maritimes. Les frontières maritimes, évidemment, feront partie des points qui seront abordés lors de l'ouverture de ces travaux qui seront dirigés dans le cadre de la mise en place de ce comité d'experts qui va donc pouvoir mettre en relief des solutions qui satisfassent les deux parties. C'était donc là le premier point abordé dans cette émission. Le second, lui, il a un lien avec un sujet qui défraie la chronique pour certains dans Libreville depuis quelques jours, cette opération de déguerpissement des populations dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Avant de revenir sur le point de vue défendu par chacun des trois invités, retour sur ce point de presse animé ce 5 juin par la ministre porte-parole du gouvernement, Laurence Dong. Au sujet du projet de construction du boulevard de la Transition, de la cité administrative et du bassin versant Sainte-Marie à Ondo. Les projets de construction du boulevard de la Transition, de la cité administrative et du bassin versant Sainte-Marie à Ondo participe d'un vaste programme de modernisation de notre capitale qui va s'étendre à d'autres zones du Grand Libreville. Cette opération a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations, de réduire de manière significative les embouteillages, les inondations et de lutter contre le mal-logement. Elle permettra de corriger progressivement les errements du passé en matière d'urbanisation. Cette noble ambition a contraint le gouvernement à initier une opération de déguerpissement menée par les éléments du génie militaire au quartier Plein-Oreti, le long du bassin versant Sainte-Marie à Ondo et sur d'autres sites. Cette opération a suscité des réactions diverses dans l'opinion. Cette situation est malheureusement la conséquence du lourd héritage de notre passé commun que nous devons porter ensemble pour construire le Gabon meilleur dont nous rêvons tous pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Les administrations en charge de ces projets déplorent le préjudice causé aux populations et restent très attentives au respect des droits en vigueur en la matière.
Voilà, cette opération qui se poursuit dans Libreville. Pascal Koulou, on vient d'écouter Laurence Don sur cette opération de déguerpissement qui a pour objectif, évidemment, de donner un visage encore plus reluisant de la capitale gabonaise à travers la construction de ces 3 grands ouvrages, boulevard de la Transition, une cité administrative, mais également l'aménagement d'un bassin versant Sainte-Marie à Ondo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ondo, c'est lui, je crois que c'est comme ça que les communautés pongo établies dans cette partie appellent lui, le quartier lui, c'est à Ondo, donc bassin versant Sainte-Marie à Ondo. Là, on voit que le gouvernement a pris la mesure de la chose et reconnaît qu'il y a eu peut-être des manquements, mais c'est dû à la complexité de la gestion justement de cette situation par le régime ancien. C'est une opération d'identification de recensement qui a été lancée. Là, je parle sous le contrôle des députés qui va certainement peut-être apporter d'autres vérités. Une opération qui a été initiée depuis au moins une dizaine d'années déjà en ce qui concerne le recensement des populations. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut dire, c'est que personne ne peut être contre les objectifs visés par le gouvernement, les objectifs de modernisation de la ville, d'une meilleure urbanisation, d'un meilleur plan d'adduction pour les eaux de pluie et tout ça, mais également pour l'embellissement de façon générale de la ville. Ce qu'il faut noter ici, et je crois que Madame le porte-parole du gouvernement l'a dit, c'est le caractère à la fois déshumanisant, et on peut même maintenant penser qu'on n'a pas pris en compte le vecteur social de notre nation, de notre pays. C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre en place un chronogramme progressif d'expulsion. C'est une manière d'éviter qu'on ait des scènes comme celles que l'on voit où des gens finissent par dormir à la rue, où des gens essayent, pendant que vous avez des bulldozers qui cassent, ressortir quelques meubles. On aurait pu avoir un protocole qui prouve et qui démontre effectivement ce que le chef d'État a exprimé. C'est-à-dire qu'il prend en compte le caractère humain de la situation en mettant un protocole progressif. Ça peut être quoi? On commence par exemple par dire, bon, on suspend la fourniture en électricité. Les gens se rendent compte que, tiens, on n'a plus droit au courant. Et puis après, on suspend la fourniture en eau, on fait fermer les épiceries, on demande aux dames qui vendaient dans ces sacs de ne plus venir. Au bout d'un moment, les gens allaient se rendre compte que, bon, il faut partir. Et ensuite, on mettait des policiers pour interdire l'accès en soirée dans cette zone pour ceux qui n'y habitent pas. Et progressivement, les gens auraient été contraints de partir. Parce qu'il y a eu un mécanisme de duplicité. Moi, je me suis rendu à cet endroit. Vous avez des propriétaires qui savaient pertinemment que leur maison avait fait l'objet d'indemnisation, mais qui, indûment, continuaient de le faire louer aux gens. Ne leur donnant même pas l'information de ce qu'ils allaient être expulsés. C'est pour ça que je parle de ce protocole progressif. C'est-à-dire que s'il y avait eu des alertes progressives données par le ministère de l'Habitat, la mairie, les gens auraient eu le temps de déménager. D'accord. Marcel Libama, alors la loi, elle est impersonnelle, la loi est dure, mais c'est la loi, comme on le dit, et de la lex, c'est de l'ex. Pascal Koulou parlait du côté humaniste, l'humanité, mais il y a une réalité qui est la réalité sociale, une réalité économique, il y a des investissements à faire, il y a une opération qui a été lancée, on l'a dit, depuis peut-être une dizaine d'années en termes de recensement des populations pour un éventuel déguerpissement. Comment vous réagissez? Quel est le regard que vous portez par rapport à cette opération? Moi, j'ai honte pour notre soi-disant 5e République. C'est des comportements des États voyous. Parce qu'un État voyou, hein, c'est un terme géopolitique. C'est des États qui ne respectent pas les droits de l'homme. Nous sortions d'un État qui disait les choses mais qui ne le faisait pas. Et là, on a un président maintenant qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit. C'est deux choses différentes. À l'époque, l'État faisait les choses, annonçait. Il y avait des annonces, il y avait des maquettes, il y avait des plans, il y avait des stratégies, il y avait tout ce qu'il y avait. Mais sur le fond, il n'y en avait rien. Parce que les populations à l'époque savaient que ce que dit Ali là, il ne va pas réaliser. Ils n'ont pas déménagé, ce sont que les annonces. Et ils continuent à vivre, à continuer leurs activités. Ils avaient raison. D'accord, mais Pascal Koulou vient de parler quand même de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des familles, il y a des propriétaires qui ont été indemnisés, mais qui n'ont même pas pris le soin de le signifier à leurs locataires, par exemple. Ça date, quand tu décides la prise il y a 10 ans, il y a 15 ans. Vous n'allez pas venir l'appliquer de manière directe comme ça.
Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis cette décision-là. Il y a un problème de mémoire. Nous sommes à un jet de pierre. Ça se passe à l'Assemblée nationale. Ce matin-là, j'allais à l'Assemblée nationale, j'ai eu du mal à accéder à l'Assemblée nationale. Il y avait un embouteillage monstre. Nous sommes les représentants du peuple. Je crois que la courtoisie, je crois que... Pourquoi justement, vous ne vous êtes pas rendu sur place pour établir un protocole médian? Mais écoutez-moi, on est devant le fait accompli. On est en train de casser. Ça dit mais de chez vous quand même. Mais je vous dis, moi-même, je ne suis pas au courant. Je me rends le matin à l'Assemblée, il y a un embouteillage monstre. Je ne sais pas ce qui est exact. Il y a les CRS, cagoulés, bombes lacrymogènes, les affaires, ça vole en éclats partout, on arrive à l'Assemblée nationale. Aucun député n'est au courant de ce qui se passe. Or, nous sommes la représentation nationale. On aurait dû l'élégance, la courtoisie. À nous les représentants de nous dire que tel jury va avoir quelque chose, ça nous aurait permis, nous, en tant que députés, de se rendre sur les lieux pour dire, écoutez, vous avez reçu de l'argent. Écoutez, là, le gouvernement ne blague pas. Ils vont venir, ils vont faire cela. Essayer de faire quelque chose. Mais il y a quand même quelque chose qu'il fallait faire avant. Même si effectivement, ils avaient été indemnisés. Mais ça fait 10 ans. Mais ça fait 15 ans. C'est plus... c'est vrai que c'est d'actualité sur le plan du droit. Mais sur le plan humain... Mais Marcel Libama, quand on est citoyen, on a des devoirs, on a des droits. On a également des devoirs. Je trouve... Vous savez qu'on exerce le pouvoir. Mais est-ce que c'est justement... Avec les institutions du pays. Et l'Assemblée nationale... Comme le Parlement est une institution de ce pays-là, moi je crois que le gouvernement aurait eu la courtoisie d'informer la représentation nationale sur le fait qu'il va passer en action. Parce que tous ont été surpris. On revient d'un gouvernement laxiste. Un gouvernement qui annonce, mais qui ne fait pas. Qui indemnise et qui ne fait pas. Mais les gens aussi fonctionnent en fonction de nos dirigeants. Félix. Ils ne sont plus les mêmes. Je crois qu'il y avait un rappel, je dis bien, un rappel médiatique pour dire que là, ça va aller. Dans un mois, dans une semaine, il fallait le faire. Parce que cette image-là n'honore pas notre pays. Et ça se fait où c'est? À proximité de la maison. Félicien c'est le peuple qui a les matelas, qui a les seaux, qui a les cuvettes, qui a les matelas dehors, approche de l'Assemblée nationale. Félicien Rodrigue, vous, alors on voit Marcel Libama met le curseur sur ce qu'on peut considérer comme étant un écart entre le fond et la forme par rapport à cette opération-là. Les projets qui sont annoncés sont des projets salvateurs qui vont dans le sens de la modernisation de la ville de Libreville, mais il y a la manière, la méthode qui a été employée pour le faire. Mais revenons quand même sur l'essentiel, parce qu'il y a des familles, plusieurs familles qui ont été indemnisées, qui savaient qu'elles devaient partir de ces lieux, mais qui ont continué à rester sur place. Est-ce que il n'y a pas là également un problème de mentalité, de changement de mentalité des populations gabonaises par rapport au règlement de ce genre de situation? Personnellement, je ne suis pas surpris par la tournure des événements. Je vous le dis, lorsque l'État communique, parfois l'État communique sans publicité. Regardez, à quelques encablures, à proximité, pour parler simple, du siège de l'ancienne primature, qui devient le siège de la vice-présidence en charge du gouvernement. Regardez dans quel environnement cet espace était il y a 15 ans. Mais l'État avait pris des dispositions, avait reçu tout le monde, avait indemnisé les gens, avait même laissé 2 ans aux populations de partir. Mais les gens n'ont été réactifs que lorsqu'ils sont passés à la phase de destruction. Et après, l'État a fait quoi? Pour revenir à ce que Marcel Libama et mon frère disent. L'État les a dit, vous allez occuper provisoirement là où ils ont occupé, où chaque Gabonais mange le poisson au bout de bête, en leur disant que vous ne devez pas construire en matériaux durables. C'est du provisoire. Donc, tout ce qui était dans la zone du derrière le Sénat, vous voyez bien dans quel environnement nous étions. L'État leur a dit ça. Et l'État leur a dit, provisoirement, pour mener vos activités, on vous met là-bas et vous ne payez rien. Parce que personne ne peut vous manger un titre foncier qu'il paye. Donc, l'État a fait son rôle. Or, les citoyens ont cru quoi? Quand l'État l'a fait, bon, l'État nous a dit provisoirement, nous, on va s'installer de manière définitive. À partir de ce moment, l'État s'est dit, non, moi j'ai des projets dans cette zone, et tout le long,
C'est le genre c'était prévu pour la cité des ambassadeurs. Et les parlementaires aussi. Oui, pour les parlementaires, il y a la voie de contournement. Parce que quand vous voyez toute cette zone, on doit aller jusque pratiquement au Vendo. Et ça doit se suivre. Or, lorsque les gens pensent que l'État oublie, lorsque les gens les plus malins ont été ceux qui sont partis, après le déguerpissement, sont allés reconstruire ailleurs et ont laissé les locataires. Ils ont profité de l'État plus de 10 ans, d'accord. Mais les plus malchanceux, ce sont ceux qui, à l'origine, il avait une maison en planche, il a construit sa maison en dur, il a mis encore des box et des petites maisons en planche. Mais c'est lui le plus malheureux parce que comment pouvait-il penser que l'État va lui donner l'opportunité non seulement de refaire sa maison, de s'enrichir sur le dos de l'État et de pouvoir rester et après de demander que non, l'État doit le prévenir pour dédommager la même personne. Ça fait quand même... Quand on a écouté Laurence Don dans l'extrait de son point de presse de ce 5 juin 2025, on a eu l'impression que le gouvernement de la République n'a pas fermé la porte. Il y a une ouverture, puisque sur le terrain, il y a une forme de confusion qui s'est installée. Il y a des gens qui ont été indemnisés, il y en a qui sont partis, il y a d'autres qui sont restés, mais il y a des familles qui n'auraient pas été recensées et n'auraient pas été indemnisées. Comment on gère ces cas-là? Oui, moi c'est pour ça que je dis, le problème n'est pas à ce que les gens soient restés ou pas. Le problème c'est la brutalité avec laquelle l'opération de déguerpissement est initiée. Parce qu'il y a un protocole. Moi, je pense que autant on peut décourager les gens, un peu comme M. Félicien l'a dit, en faisant en sorte que si vous n'avez plus d'électricité dans une zone, ben vous vous posez quand même des questions. Si vous n'avez plus d'eau, vous vous posez des questions. Si on impose aux épiceries et aux commerçants de partir, vous vous posez des questions. Et puis après, dans la semaine ou le mois qui doit faire l'objet des déguerpissement, il y a une lettre. Les maires d'arrondissement servent à quoi? Les conseillers municipaux servent à quoi? Les chefs de quartier servent à quoi? Il s'est à 10 mètres de l'Assemblée nationale. On aurait pu mettre une commission pour aller... C'est un pâté de maison. Pascal, c'est détruit. Oui, on fait quoi? Maintenant, c'est détruit. C'est ça qui pose l'incident. Le problème n'est pas aux gens qui n'ont été... Maintenant, ça aurait permis justement de constater qu'il y a eu des dupéries. Parce que sur cet espace, certains propriétaires avisés ont même revendu ces terrains. Ont vendu des terrains à des gens qui n'étaient pas du tout informés que cet espace faisait l'objet d'utilité publique. Donc, ils ont acquis des terrains et, comme M. Félicien vient de le dire, ont investi de nouveau, pensant que, bon, le process engagé par l'État ne se fera plus. Donc, le projet est annulé. Donc, les gens ont vendu. Alors que s'il y avait eu un mécanisme d'alerte progressif, tout de suite, il y aurait eu une action intentée contre ces personnes qui, volontairement, ont escroqué d'autres citoyens. Et les locataires en plus. Parce que quand ils disaient non, ça ne va pas se faire. Si les locataires avaient vu qu'on a coupé le courant, on a coupé l'eau, il n'y a plus d'épicerie, ils ont dit aux propriétaires, attention, vous êtes en train de nous escroquer, les gens seraient progressivement partis. Et si on avait même stocké les engins sur une semaine, les gens auraient vu quand même qu'il va y avoir des démolitions. Bon, à ce moment, c'est de ça dont on parle. C'est ce côté humain qui a manqué à cette opération. Et comme Marcel Bama le disait, le gouvernement doit être dans l'orientation inclusive du chef de l'État. Maintenant, on est face à une situation, Marcel Libama, député à l'Assemblée nationale, on est face à une situation par rapport à des compatriotes qui disent, pour certains, qu'ils n'ont pas été indemnisés, ils n'ont pas été recensés. Là, j'interpelle également l'acteur de la société civile que vous êtes. Comment on gère cette situation de ces compatriotes qui sont aujourd'hui sans domicile fixe, qui dorment à la belle étoile, Oui, comme on aime à le dire dans notre profession des enseignants, la forme trahit le fond. Sur le fond, peut-être, le gouvernement a raison. Mais la forme, elle est déshumanisante. C'est pas humain, ce qui s'est passé. On pouvait faire autrement. On pouvait aller progressivement, comme l'a si bien dit Pascal. On aurait pu commencer peut-être par les privés d'eau, les privés d'électricité, les magasins, les épiceries et autres. Ils comprennent que le feu commence à venir et commence maintenant petit à petit à partir. Parce qu'il ne faut pas éviter que le président de la République a été élu à près de 95% des Gabonais. Ça veut dire que les Gabonais ont espoir à ce président. Les Gabonais ont espoir au changement de pratiques, mais les pratiques sont restées les mêmes. On ne devait plus voir ça dans la soi-disant 5e République. On pouvait faire mieux. Et je suis député. Je suis sûr que si nous, on avait l'information
d'avance, on aurait pu nous organiser en tant que députés pour aller parler. Ils sont juste à un jet de pierre. Vous voyez même pas en termes de symboles. En termes de symboles, c'est humiliant pour notre pays. Maintenant, il faut essayer maintenant de regarder sur le plan humain. Comme on dit le président de la République, c'est fait sur le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement. C'est plus comme hier, là où il avait un fusible pour dire que c'est les ministres, c'est le Premier ministre. Non! Il est maintenant chef du gouvernement, donc comptable de l'administration. C'est le premier gestionnaire de l'administration. C'est plus la même chose. Hein. Le président aujourd'hui est chef du gouvernement. Ça a des implications. Il ne peut plus aujourd'hui dire que c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du ministre. Tout tombe directement de la population, ça va directement chez le chef du gouvernement, qui est en même temps aussi président de la République. Donc il faut trouver, je ne dirais pas des compensations. Alors, on a vu dans d'autres pays, Félicien Rodrigue, on a vu dans d'autres pays, lorsqu'il y a parfois des crises humanitaires ou naturelles, des intempéries, etc., la mise en place ou la mobilisation de l'État, la mobilisation du gouvernement, l'ouverture des palais pour recueillir des familles. Comment on fait justement ces compatriotes? On m'a laissé chuter oui. Dans ma proposition. On aurait pu le faire dans l'urgence, mais il y a un point de chute, des points transitoires, hein, qui prêtent les internats des établissements. On aurait pu faire des stades de football, des grands lieux comme ça, là où on déporte les affaires, hein, un point tampon, et de là maintenant, ils vont se déployer. De là, comme ça, ils peuvent dormir déjà peut-être dans les stades ou dans certains établissements. Nous sommes dans la période de CEP et concours. On aurait pu mettre certains établissements publics d'abord à contribution dans un délai aussi court. Nous avons les vacances. Voilà, donc nous avons les vacances de 2 mois, 3 mois, 4 mois. On aurait pu humainement les mettre là et puis essayer de gérer ça. En attendant que les gens retrouvent un parent, un cousin, une cousine pour vouloir faire abriter ces affaires. Rodrigue, donc il y a les écoles, les infrastructures, les écoles, les églises aussi. Absolument, absolument. Voilà. Je vais reprendre la substance de ce qu'a dit l'honorable Libama. L'honorable Libama a dit que le président ne pourra pas se dérober, étant donné qu'il est en même temps président de la République et chef du gouvernement. Oui, je suis d'accord avec l'honorable Libama, sauf que le président, au niveau de la Ve République, doit montrer l'exemple, doit pouvoir indiquer que force reste à la loi, tout en incluant, tout en acceptant que pour ceux qui ont été injustement touchés, parce que c'est de ceux-là qu'il s'agit, ceux qui ont été injustement touchés, parce que tout simplement, il y a un problème de calendrier. Certainement, c'est un investissement qui ne dépend pas de notre budget, qui dépend de l'extérieur. Donc, il y a le respect des charges. Donc, il fallait démolir à tout prix. Donc, les citoyens qui sont en droit, qui n'ont pas été indemnisés, qui n'ont pas été prévenus, et qui sont dans leurs droits, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi dit qu'il ne peut pas y avoir d'expropriation sans une juste rémunération qui correspond aux investissements. Donc à partir de ce moment, ces citoyens sont en droit d'attendre une assistance de l'État parce que l'État a tort, parce que l'État ne nous a pas dédommagés avant de pouvoir casser. Et ça doit être bien compris dans l'esprit de tout un chacun. Mais on ne peut pas être solidaire vis-à-vis des citoyens qui ont été indemnisés il y a plus de 15 ans, pour d'autres parfois 2 fois. Quelle est cette indulgence? Au Cameroun voisin, ça ne se fait pas. En Guinée, ça ne se fait pas. Au Congo, ça ne se fait pas. Pourquoi vous voulez que chez nous, ça se passe au nom qu'il faut une certaine humanisation? Il faut qu'on habitue aussi aux populations de dire... Non, monsieur. J'en reviens. Attends, c'est le point de vue de... C'est mon point de vue. J'estime sur le plan humain, une telle opération méritait par exemple des ambulances. Mériter des psychologues. Parce que les gens, il va détruire un patrimoine, quelqu'un qui a travaillé depuis 15 ans, depuis ça. Quelqu'un peut tomber en sécope, peut avoir quelque chose. Donc cette opération est organisée. J'ai vu même en France, quand on voulait construire un nouvel aéroport, les militaires ne sont pas venus seulement seuls, détruire. Avec qu'il y avait des équipes sociales, des psychologues, des sociologues, la Croix-Rouge, un dispositif humain. Et là, c'était vraiment inhumains, ils sont venus comme en guerre, comme c'était des bandits, et ils viennent tout casser. Et ça, j'ai cette image-là. Moi, je respecte beaucoup le format républicain. Mais, monsieur, nous devons retenir un principe élémentaire de vie. La loi est faite pour servir les hommes. Ce n'est pas les hommes qui sont faits pour subir les lois. Et il n'y avait
en matière de temps, aucune urgence. On aurait pu concéder 1 mois pour permettre un déguerpissement progressif. Même une les semaine. mêmes violences, de voir des gens dormir dans la rue, de voir des pères et mères, les enfants dormir dans la rue, pour moi, ça ne se justifie pas. Le gouvernement n'a pas été compétent sur cette question. Merci. C'était Absolument. donc là votre conclusion sur ce deuxième point. Rapidement, l'actualité évidemment est abondante. On a également évoqué le Conseil des ministres du 4 juin dernier, au cours duquel le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a à nouveau réaffirmé la détermination du Gabon de se réapproprier son économie en mettant le curseur cette fois sur un accord de partenariat qui lie le Gabon à l'Union européenne au sujet de l'exploitation de ses ressources halieutiques. Donc le président a pris acte des limites structurelles de l'accord de partenariat de pêche durable APPD, signé avec l'Union européenne en 2007, renouvelé à plusieurs reprises. Le président de la République a notamment relevé que les recettes issues de cet accord ne compensent ni la valeur réelle des captures, ni les coûts assumés par l'État en matière de surveillance et de contrôle, ni les pertes de valeur ajoutées dues à l'absence de transformation locale. Il a également dénoncé la faiblesse des investissements consentis par les partenaires au titre de développement local de l'emploi ou du renforcement des capacités nationales, ainsi que les risques accrus de surexploitation des ressources halieutiques en l'absence de mécanismes partagés. Alors, en conséquence, Brice Clotaire Oligui Nguema instruit le gouvernement de mettre en œuvre la procédure de dénonciation unilatérale de l'accord par voie de notification écrite adressée à la Commission européenne, conformément à l'article 13 du dit accord. C'est bien, mais c'est trop facile. Et c'est le problème que j'ai avec, un peu avec nos gouvernants. Quand ils vous annoncent des réformes ou des remises en question, ils ne font pas d'abord un bilan de l'existant. Monsieur Sinela, on payait, on donnait l'argent. Que faisions-nous de l'argent que l'Union européenne nous donnait dans le cadre de cet accord? Si on n'a pas réglé ça, vous pouvez aller faire autre chose, ça ne marchera pas. Ça ne marcherait pas. Parce qu'il faut d'abord faire le bilan de cet accord. Qu'est-ce que ça donne au Gabon? Qu'est-ce qu'on faisait de ça? Ce n'est pas les Européens qui sont responsables de cela. Et ils payent comme les multinationales et ils donnent à notre État. Mais que fait l'État de ces ressources-là? Il faut d'abord commencer par là. Parce que quand on veut faire une réforme, il faut qu'elle soit en la pertinence de cette réforme et l'utilité. Mais là, au niveau de la pertinence et de l'utilité, le gouvernement ne nous dit rien. Je vous donne un exemple dans leur fonctionnement. Quand ils sont arrivés, ils ont mis un terme, par exemple, à la NEVEA, sur la lutte contre la corruption. Et ils ont mis un autre organisme, le contrôle d'État. Nous sommes à 20 mois. Quel est le bilan? Alors que nous savions tous d'abord que le dossier phare de la 5e République, de mon point de vue, devait être la lutte contre la corruption. Nous devions avoir un plan de guerre, un plan stratégique de lutte contre la corruption. Parce que la déperdition, les éléphants blancs et bien d'autres qu'on a eu dans ce pays-là. Ouais, justement, Marcel, est-ce que ça ne se tient pas justement en ce qui concerne... Je suis d'accord, mais il y a des préalables. Oui. Il faut d'abord faire le diagnostic de l'existant. Parce qu'on refuse cet exercice-là. On refuse, même le cas que nous venons faire là, sur les destructions. On ne fait pas d'abord un bilan, un diagnostic. Il faut que nous soyons tous d'accord sur le diagnostic pour en fait être d'accord sur le remède qu'on apporte. Or, nous, souvent, on nous apporte le remède. Ouais. Mais sur le diagnostic, on n'en dit absolument rien du tout. Moi, je vous dis, on peut revoir l'accord, là, monsieur Pambola. On peut revoir l'accord pour qu'on donne un peu plus d'argent. Si ce qu'on déjà avant, nous ne savions pas gérer, je ne suis pas sûr qu'en revoyant l'accord, on donne un peu plus d'argent, on aura plus de résultats. Je n'en suis pas sûr. Félicien, Rodrigue, alors Marcel Ibama est sur les aspects financiers de cet accord, ce que ça nous rapporte financièrement, ce que ça rapporte au trésor public. L'accord, il est dénoncé. On a mis en relief, le gouvernement, les limites, on a dit, structurelles. On est sur les limites structurelles de cet accord et j'ai énuméré quelques points, justement en rapport avec ces limites structurelles, parce que ça n'apporte aucune plus-value. Notamment, le Gabon a estimé que c'est un accord qui est complètement déséquilibré, c'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui tire profit
grandement de cet accord. Est-ce que le fait de le dénoncer de façon unilatérale et demander à ce qu'il y ait à nouveau une forme de renégociation, peut-être à l'avantage de Gabon, est une mauvaise chose? Non, 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 le terme sied, vous parlez bien de renégociation. Ça signifie qu'au bout d'un certain temps, vous avez parlé dans votre propos introductif et liminaire, vous avez parlé que le contrat a été renouvelé. Non, le gouvernement gabonais souhaite, déjà, il dénonce ce contrat-là et souhaite justement qu'il y ait, si possible, oui, ça a été renouvelé en 2021, je crois, ça court jusqu'en 2026. Mais le gouvernement ne souhaite pas justement que ce contrat-là court en l'état. Bien sûr, d'où le gouvernement annonce qu'il compte le dénoncer. Voilà. Non, ce que moi je trouve normal, le problème ici, c'est que Marcel Ibama le dit avec ses mots, mais la vérité est là, c'est que pourquoi nous avions été obligés de contracter un accord avec l'Union européenne? Parce que nous avions voulu un certain nombre de facilités. Et ces facilités, bon gré, mal gré, ne nous ont pas permis d'atteindre les objectifs. L'accord signé en 2007, hein? Cet accord a été signé en 2007, oui, en 2007 et renouvelé en 2021. Oui, d'où, dans 15 ans, ne nous a pas permis de nous a pas permis d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés à l'époque de cette signature. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que l'Union européenne a plus ou moins profité de la situation. Maintenant qu'on se rend compte qu'ils ont profité de la situation, nous allons renégocier pour essayer d'équilibrer et gagner peut-être un peu plus. Mais ce n'est que la renégociation, parce que nous ne pouvons pas dénoncer d'accord parti sur ce que nous avons signé et que nous avons renouvelé. Parce que dès que vous renouvelez, ça veut dire que vous êtes d'accord. Or, la dénonciation signifie que, ah tiens, je pense que ce que nous avons toujours renouvelé là, il faut que nous essayons de regarder parce qu'il y a tel aspect, tel aspect, tel aspect. Nous constatons que ça vous profite plus et nous, ça ne nous profite pas. Ouais. Donc, c'était... Faisons-nous des miettes que Dieu nous donner. D'accord. On veut savoir. Le principe est cela. Si on ne sait rien faire avec les miettes, ce n'est pas avec le Koulou qui vont nous donner maintenant dans la négociation qu'on va faire quelque chose. Pascal Koulou, le Brice-Clotaire Oligui Nguema est donc dans une logique de réappropriation de l'économie nationale. Lors du premier conseil des ministres tenu sous cette nouvelle République, le gouvernement avait annoncé l'arrêt de l'exportation du manganèse sous forme brute et pour favoriser une transformation locale, apporter une plus-value à l'économie nationale, tout comme l'arrêt de l'importation du poulet de chair pour favoriser l'émergence d'entrepreneurs avicoles et peut-être revenir comme ce qui se faisait dans les années 80 avec le fameux poulet de Boumango, le Boumangrin, évidemment. Alors, cette renégociation ou cette dénonciation de cet accord de partenariat qui nous lie à l'Union européenne par rapport aux ressources halieutiques va dans ce sens? Je crois que nous devons rester dans le champ des exigences et des réalités aujourd'hui. La responsabilité de l'État, c'est de pouvoir et de promouvoir les conditions d'opportunité pour tous les citoyens. Alors, les conditions d'opportunité, c'est d'abord bien se nourrir. Alors, quand vous avez un pays comme le Gabon, il y a eu la mesure qui a été prise sur l'importation des poulets. Aujourd'hui, c'est renégocier un accord de pêche avec l'Union européenne. Je voudrais faire une remarque de fond. L'Union européenne n'a pas de bateau. Ce sont des entreprises européennes qui sont couvertes par l'Union européenne, qui profitent des situations que les États n'ont pas su mettre en valeur. Donc, s'il y a un mal, vous savez, nous sommes dans un pays où vous avez un ministère de la pêche, il n'y a pas de chalutier, il n'y a pas d'organisation pour rendre disponibles ces produits qui sont de très bonne qualité, qui permettent aux citoyens de bien vivre. Vous savez, au Gabon, vous achetez un paquet de crevettes Aumerger, je vous donne la marque Aumerger, vous allez voir, c'est écrit en bas, pêché au Gabon, mais produit en France. Ça ne peut pas continuer comme ça. Le président de la République fait bien de revoir toutes ces choses pour permettre qu'il y ait une amorce. Mais comme M. Libama dit, on fait le constat, c'est vrai, mais il faut également annoncer la perspective. Est-ce qu'en renégociant cet accord, on va à court terme avoir une compagnie ou des bateaux de pêche qui sont pavillons gabonais? Parce que n'oublions pas qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises avant. Il y avait cette usine au niveau de Vendo qui devait faire le traitement de poissons. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Il y avait le Capal qui était une structure d'accueil pour vendre le poisson moins cher. Régulièrement, on voit les ministres de la pêche organiser des opérations pour aller embêter des pêcheurs qui font de la pêche artisanale, alors qu'aujourd'hui, vous imaginez,
les Chinois, l'Union européenne et d'autres nationalités pêchent dans nos eaux et nous n'avons pas, nous, la possibilité d'accéder à des prix intéressants pour permettre aux Gabonais de bien se nourrir. Donc, il faut qu'en plus du fait de dénoncer cet accord avec l'Union européenne, que le gouvernement nous situe sur les évolutions en termes d'innovation qui vont être apportées, parce que tout est question de faire en sorte que le Gabonais soit bien chez lui. Or, dans le cas de la pêche, justement, le président qui fait la promotion de l'entrepreneuriat, vous savez, le secteur de la pêche ouvre différents types d'activités. Donc, il faut se l'approprier. Mais pour se l'approprier, il faut avoir des outils par lesquels, non seulement on fait la pêche, on fait du traitement et on fait de la commercialisation. Donc, c'est important que ce secteur soit bien maîtrisé, mais j'insiste sur le fait qu'il faut se projeter et informer sur la perspective. Un dernier point sur cette thématique en lien avec la dénonciation de cet article 13 de partenariat qui lie le Gabon à l'Union européenne. Marcel Libama, ensuite ce sera Félicien Rodrigo, rapidement, oui. Juste que c'est un peu court, c'est trop juste. Et pour moi, c'est un peu du menu frétin. Mais ce n'est pas seulement avec l'Union nationale, c'est la pêche, il faut aller plus loin. Avec nos multinationales. Je vous signale que Eramet est au Gabon depuis 1962, qu'ils exploitent le manganèse. Allez-y voir Mwanda, allez-y voir le Gabon. Je peux prendre d'autres compagnies comme ça là. Il faut remettre en cause tous ces contrats, avec ces clauses de confidentialité. On peut aller par étapes. On peut aller par palier, Marcel Libama. Oui, mais il faut commencer par le plus dur. Parce que quand après la première élection, c'est la période des réformes. Il faut attaquer les réformes qui fâchent. Parce qu'à la fin des mandats, on caresse maintenant le peuple dans le sens du poil parce qu'on peut une élection. Donc les grandes réformes, parce que le président est capital, 95%, il faut qu'il dépense ce capital. Il faut qu'il prenne des risques. Vous savez pourquoi on supporte le Burkina Faso? Pourquoi la transition, où les gens qui sont au Burkina Faso, les gens en parlent, toute l'Afrique en parle? Parce qu'il a touché là où ça fait mal, sur l'or. Regardez les élections qui ont été faites sur l'or au Burkina. L'or maintenant du Burkina ne va pas ailleurs. Ça va la banque centrale de ce pays. Allez-y voir ce nombre de choses. On pourrait revenir sur les fonds qu'on a. Allez-y voir ce qui se passe. Donc moi je vois qu'il faut une révolution qui doit se passer chez nous. De façon progressive. Pour mettre sur la table un certain nombre d'accords avec des multinationales qui existent dans notre pays. Oui, je voudrais dire... Pour conclure sur cette thématique. Oui, pour conclure cette thématique, non. Monsieur Pascal Koulou, il faut lire la loi. La loi qui fixe, après cet accord, qui fixe les limites, en réalité, ça appauvrit, ça a même fait en sorte que les pêcheurs gabonais, beaucoup ont abandonné. Pourquoi? Parce que tout simplement, on interdit dans les eaux profondes, même au Comores, là, si vous allez à une certaine distance, on va vous arraisonner. Quand on vous arraisonne, ce n'est pas l'Union européenne, c'est les Gabonais, c'est la brigade nautique qui vient, il vous prend jusqu'au moteur et vous devez payer 1 million sur 2 initiatives comme ça. Vous êtes obligé d'abandonner la pêche. Donc ça veut dire que cet accord, si c'est ce qu'on dénonce, il faut réellement revoir la loi parce que la loi a plus permis aux multinationales et aux bateaux-usines qui viennent de tirer profit et que ça a appauvri, ça a même dangereusement écarté tous nos artisans. Non, les Ouest africains, c'est les Béninois, les armateurs, les Nigériens. Gabonais. Il faut une filière gabonaise. Voilà, donc, et vous avez eu l'expérience de Sifrigade, mais ça a bien commencé. Pourquoi on n'a plus de bateaux? Pourquoi on n'a plus de poissons moins chers? Allez-y comprendre que c'est ces accords-là qui ont favorisé qu'on n'arrive pas à ce niveau. On va suivre évidemment cet accord ne va pas dans les caisses de l'État. On va suivre cette actualité. Les ordres publics. Oui, Marcel Libama, on a compris. On va revenir. Le l'État. sujet n'est pas clos. On va revenir sur cet aspect lié justement à la gestion des ressources financières générées par ce partenariat entre le Gabon et l'Union européenne. On voulait mettre le marqueur sur cette volonté affichée par le président Brice Clotaire Oligui également de se réapproprier l'économie nationale. Pour terminer rapidement sur la crise qui secoue l'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire. Vous avez suivi, comme tous les Gabonais, ce bras de fer entre le directeur général Jean-Delors Biyogué Mintougou et son adjoint Oscar Sadibi Mapangou au sujet d'une mission d'inspection menée sur le terrain par le directeur général adjoint qui assurait l'intérim du directeur général qui avait d'ailleurs lui-même signé cette note d'intérim. Fermeture de deux unités de production à la
suite de la découverte de la fabrication et de la vente d'eau impropre à la consommation dans le Grand Libreville. Le DG, directeur général, a donc dénoncé un manque de respect des procédures, selon lui, et réaction vive des Gabonais, notamment sur les réseaux sociaux, qui, eux, estiment qu'il y a péril dans la demeure, qu'il faut protéger la santé publique. Et d'ailleurs, cette opération avait été menée le 21 mai. 5 jours plus tard, le 26 mai, Achibanga, le délégué provincial de la Gaza, a procédé également à la fermeture d'unités de production et de vente d'eau en sachet, à ce qu'ils avaient prélevé des échantillons envoyés à Libreville après analyse, mais il s'est avéré que ces eaux étaient impropres à la consommation parce qu'il y avait un taux élevé de microbes. Alors on en est dans cette situation où, quelques jours après, semble-t-il, l'équipe qui avait accompagné le directeur général sur le terrain pour mener cette mission d'inspection ferait l'objet de pression, semble-t-il, de la part du directeur qui a la responsabilité des inspections au niveau de la Gaza, qui somme donc ces derniers de pouvoir s'expliquer. Il y a comme une forme d'épée de Damoclès qui pend sur leur tête. Ils pourraient être dégagés de la Gaza pour aller au ministère de l'Agriculture. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire, toute cette situation, Marcel Libama? Mais moi, je vais parler de manière globale, hein, pas seulement se focaliser sur ce cas. On a un problème managérial dans notre pays. Vraiment un sérieux problème sur le plan managérial, de la gestion de la chose publique. Et ça trouve sa source en partie dans notre système de nomination. Parce qu'il est dit quelque part que le président de la République nomme à toutes les fonctions militaires, politiques, je ne sais pas, administratives et autres là. C'est pas bon. Il faudrait que pour certaines fonctions, dans le processus des décisions, je vois qu'aux États-Unis, quelque part, on a nommé un haut fonctionnaire militaire qui a marqué, on fait l'accord du Parlement. Pour des directions générales assez stratégiques, hein, des directions vitales pour notre pays, il faudrait que la nomination des directeurs généraux fasse l'objet d'une prise en compte, par exemple, du Parlement et d'autres organismes. Parce que quand vous voyez à l'intérieur de la Gaza, mais c'est un problème de leadership. Chacun se dit proche du président. Il faut le dire comme je pense. Que ce soit le directeur, l'autre est militaire, l'autre est... Donc chacun, on ne sait pas qui fait quoi. Il faudrait maintenant qu'on nomme les gens, pas sur la base d'affinité, pas tout sur la base du clientélisme politique ou de votre région. Il faudrait qu'on puisse nommer les gens sur la base de leurs compétences, de leur intégrité, de leur patriotisme, de leur expertise. En la matière, pas beaucoup qui sont là. Ils ne veulent pas être là. Et que, un truc comme la Gaza, excusez-moi, le véritable patron de la Gaza, c'est peut-être le directeur de l'autre là, c'est peut-être le patron du laboratoire. Comment peut-être une institution comme ça s'appelle laboratoire digne de ce nom? Marcel Libama, vous parlez parce que la véritable aide à la décision d'un organe ou d'un organisme comme la Gaza devait être son laboratoire. Mais vous parlez de ce laboratoire, mais le laboratoire est dépourvu justement d'équipements qui permettraient à la Gaza de pouvoir faire ses analyses. Il y a des équipements. On travaille aussi en partage quand on n'a pas de laboratoire. On peut s'adresser à des laboratoires. On a des universités, des centres de recherche. Si vous êtes à Franceville, vous avez le centre le CIRF. On peut vous aider. Sauf que on peut travailler. Non, on peut travailler. Vous avez nos universités. Oui, mais quand vous travaillez, des grands centres de recherche. Oui, mais quand vous travaillez avec ces entités indépendantes, vous perdez de l'argent également parce que ce n'est pas des services gratuits. Il y a un laboratoire qui est construit à la Gaza, mais qui n'est pas équipé. Je vous dis que nous gardons sur cette art-là. Oui. Que dans l'entourage parfois du chef de l'État, il y a certains hommes d'affaires ou des parents des hommes d'affaires. Et chacun a, ceux qui font les affaires ici, ils ont toujours un parrain dans le monde politique. Donc quand la Gaza parfois veut agir sur une structure, vous avez vu ce qui s'est passé avec, comment on appelle ça, le magasin du... Faubert. Oui. Vous avez vu, dès qu'on a pris une décision, quelques jours après, le Faubert c'est impuissant. On ne fait pas chez Faubert sans l'autorisation de là-haut. Donc, quelque part, moi j'ai dit, il faut revoir le mode de nomination de ces entités. Je ne vois pas que là, moi je vois la direction générale du budget, la direction générale des hydrocarbures, la direction générale de la comptabilité publique, la direction générale des impôts, un certain nombre de fonctions. La Gaza, là où la vie des gens en dépend, etc., etc. Il faut le faire. Et on peut ajouter aussi, vous avez aussi les fonds dans le même conseil des ministres, il y a eu des fonds qui ont été créés. Mais c'est une bonne chose.
Mais quand on va maintenant sortir les nominations de ceux qui sont à la tête de ces structures ou les présidents de conseil d'administration, vous allez voir le contraste, vous allez vous poser la question, qu'est-ce qu'on veut finalement? Félicien Rodrigue, et vous, alors il y a cette situation au niveau de la Gaza, le directeur général a parlé du respect strict des procédures, le directeur général adjoint sur le terrain a diligenté des inspections qui ont révélé justement qu'il y a plusieurs unités, notamment les 2 qui ont été fermées, des unités de production et de commercialisation d'eau en sachet impropre à la consommation. Ça a été appuyé par ces analyses au niveau de Tchibanga également, où les unités de vente et de production d'eau en sachet ont été fermées. On imagine que s'il fallait étendre l'opération sur l'ensemble du territoire, on se retrouverait dans une chaîne de fabrication d'eau impropre à la consommation, mais une eau qui est consommée au quotidien par les populations. C'est une situation en termes de santé publique dangereuse. Oui, ça m'amène à 3 observations. La première, l'honorable Libama vient d'en parler. Nous sommes un grand pays. Et nous ne pouvons pas, que ce soit ce que vous dites là est valable pour la Gaza, est valable aussi pour la Direction générale de la concurrence et de la consommation. Donc, ils doivent avoir un laboratoire. Maintenant, nous sommes dans un cas où une administration, il y a ce qu'on appelle la collégialité. Or, si le DG et le DGA ne peuvent pas parler le même langage, puisqu'ils servent les mêmes intérêts, être au service du public, être au service des usagers, pour pouvoir servir une eau de bonne qualité, pour pouvoir contrôler. S'ils ne peuvent pas parler le même langage, mais il revient au ministre, en tant que d'être télescopage, de les virer les 2. Absolument. Il faut les virer. Il n'y a pas de raison qu'ils sont toujours à leur place depuis cet incident. Il faut les virer. Moi, j'aurais été ministre. Au prochain conseil des ministres, je demande leur tête parce qu'ils doivent partir. Ils n'ont rien à faire là-bas. C'est la vie des Gabonais. Hein? Parce que le même incident va se poursuivre. Or, ce qu'il faut, ça c'était la première observation. La deuxième observation qu'il faut faire de manière simple, c'est que l'État doit pouvoir être regardant. Et pour que l'État soit regardant, il faut que toute la chaîne du ministre jusqu'au petit directeur puisse suivre les mêmes instructions. À partir du moment où il y a défaillance au milieu, il faut réagir. Moi, c'est comme ça que je conçois la gouvernance. Marcel Libama, non, je vous ai donné la parole tout à l'heure et d'ailleurs vous avez quasiment conclu puisque non, il nous reste quasiment 2 minutes avant de mettre un terme à l'émission. Donc on va terminer avec vous, Pascal Okoulou, en ce qui concerne cette situation au niveau de la Gaza. Il ressort également sur le terrain qu'il y a des opérateurs économiques qui ont des agréments délivrés par la Gaza, qui font donc leurs activités. Il y a d'autres opérateurs qui n'ont pas d'agrément, mais qui pourtant sur le terrain travaillent, produisent de l'eau en sachet et commercialisent cette eau-là. Donc il y a des défaillances comme ça qui sont constatées et semble-t-il même de connivence entre certains inspecteurs, certaines directions et des opérateurs économiques. Ça met le marqueur sur ce que Félicien Rodrigue vous disait tout à l'heure. La chaîne, semble-t-il, il y aurait une forme parfois de corruption sur l'ensemble de la chaîne. Quand vous voyez qu'une opération, qui est une opération normale, parce que répondant aux objectifs de la Gaza, suscite à la fois des cris en interne, mais également les Gabonais s'étonnent de ce que l'institution qui est en charge d'assurer leur sécurité ne remplit pas ses missions, parce que l'eau qui est vendue dans les sachets, on parle aujourd'hui parce qu'il y a eu une opération, mais intéressons-nous au conditionnement de ces sachets. Comment ils les acquièrent? Comment ils les conservent? Comment ils font pour transvaser l'eau? Combien de temps sont-ils autorisés à conserver l'eau qui n'a pas été vendue? Toutes ces questions, personne n'en parle. On est à nous présenter des questions administratives internes. On n'a pas respecté le protocole. Vous voyez, tout à l'heure, nous avions parlé de déguerpissement. Nous avions parlé il y a quelque temps de la SCG. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, les responsables, je parle des ministres, ne font pas l'objet d'anticipation. Il y a un scandale qui éclate au sein d'une institution aussi sensible que la Gaza. La ministre ou le ministre de l'Agriculture, jusqu'à présent, tarde à convoquer le directeur général et le directeur général adjoint et les inspecteurs pour dire c'est quoi cette affaire? Comment vous avez des opérateurs économiques
qui opèrent sur le terrain avec vos attestations, il se trouve que le matériel n'est pas conforme. Comment arrivez-vous à faire en sorte que c'est au cours des opérations, coup de poing, que l'on découvre que le matériel est vétuste? Comment arrivez-vous à faire en sorte que vous avez en charge la sécurité alimentaire des gens et vous n'avez pas de laboratoire? Comment faites-vous en sorte que certains de vos inspecteurs ont un ensemble de privilèges et d'attitudes qui ne répondent pas? Mais où est le ministre de tutelle? Il faut rapidement asseoir une réunion pour procéder à une sorte d'audit interne. Parce que si les gens s'amusent au mécanisme de corruption, en prenant l'argent et en mettant en danger la vie des Gabonais, ces personnes doivent être censurées. Si le directeur général, au lieu de s'attarder sur l'équipement interne, regarde des procédures qui n'ont absolument aucun rapport avec l'urgence, parce que l'eau qu'on a découvert à Tchibanga, c'est une réalité. Et il y a d'autres espaces, dans d'autres provinces où, dans les mêmes conditions, des gens vendent de l'eau. C'est de la SCG. Quel est le type de protocole utilisé? Je crois qu'aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture devrait faire un point pour rassurer les Gabonais de ce que les mesures ont été prises en suspendant la direction générale et en suspendant les inspecteurs qui ont délivré les agréments alors qu'ils savent bien que ces opérateurs ne répondent pas ou n'ont pas le matériel conforme. Il faut faire une audit sur ces trucs. Il faut faire une audit sur les recettes de la gazette. Il faut faire une audit sur le mode de vie des gens. Parce que c'est ça la 5e République. C'est à la fois la promptitude, la rapidité et les résultats. Il faut qu'on sorte de cette habitude de laisser les choses évoluer par elles-mêmes pour qu'elles deviennent des sujets de rue. Et c'est là où on dérive. On va revenir sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Marcel Libama, député à l'Assemblée nationale de transition. Merci également à vous, Félicien Rodrigue, vous, acteur politique. Merci à Pascal Nkoulou. Merci d'avoir regardé l'édition spéciale et bonne suite des programmes sur Télé Africa.